C'est le contexte avec les politiques du gouvernement Harper, mais Alternative ne sacrifie pas sur le contenu, sur le fond, parce que c'est de lier la mobilisation sociale ici avec les enjeux de la solidarité. Donc, on va ouvrir cette deuxième édition du festival avec un panel qu'on a concocté, je pense, qui va être super intéressant. Je vous laisse avec Gabriel Nadeau-Dubois qui va l'animer. Merci beaucoup, Ronald. Alors, bon matin tout le monde. Merci de vous être présenté en grand nombre quand même un samedi matin. Il fait si beau. C'est beaucoup vous demander d'être ici assis dans une salle sombre à écouter parler d'enjeux pas toujours réjouissants. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue. C'est un grand honneur pour moi d'animer ce panel d'ouverture de la deuxième édition du Festival des Solidarités qui est organisé par Alternative. Peut-être mentionner aussi, puisque Ronald l'a oublié, les partenaires de cet événement, donc la radio CIBL, la Fondation Frantz Fanon, Greenpeace, l'Action terroriste socialement acceptable et le syndicat canadien de la fonction publique qui a aussi participé, qui a collaboré, disons, et qui a appuyé financièrement l'organisation de cet événement. Le panel d'ouverture porte un nom qui peut être un peu hermétique. On parle d'extractivisme, c'est un mot qui n'est pas dans le langage courant de la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que l'extractivisme? C'est une question en soi, peut-être que ce sera notre premier défi que d'y répondre ce matin. Disons qu'on peut dire que l'extractivisme, c'est une certaine vision de l'exploitation des ressources naturelles, une vision petite, une vision à court terme, qui caractérise, disons, l'économie canadienne depuis déjà plusieurs années. Et encore aujourd'hui, près de 75% des entreprises minières à travers le monde sont canadiennes. 75% des entreprises donc qui sont dans le domaine minier sont de chez nous. 60% d'entre elles sont enregistrées même à la Bourse de Toronto. Alors, l'extractivisme, on pourrait résumer en disant que c'est peut-être le visage le plus laid de ce qu'on appelle le plus beau pays au monde. Au sens où c'est ce qui est en train de faire une réputation plutôt misérable au Canada, partout à travers le monde. On a un camarade chilien ici, Carlos Torres, qui pourra nous en parler plus en détail. Mais cette dynamique extractiviste-là, elle existe aussi également au Québec et au Canada comme tel. Pourquoi parler d'extractivisme aujourd'hui? Pourquoi tenir un festival des solidarités en se concentrant sur cette question? C'est évidemment parce que c'est d'une actualité brûlante. Je n'ai pas besoin de vous informer des débats qui sont actuellement en cours au Québec. Le gouvernement du Parti québécois de Mme Pauline Marois qui ouvertement ouvre la porte, encourage les projets d'exploitation pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent, notamment de pétrole de schiste sur l'île d'Anticosti. Ça s'inscrit dans un contexte où déjà au niveau canadien, depuis l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper, le gouvernement fédéral encourage et même finance les entreprises extractives, particulièrement les entreprises pétrolières, dans le domaine des sables bitumineux, un domaine qui a des conséquences sociales et environnementales extrêmement importantes. Patrick Bonin, ici à ma droite, de Greenpeace Québec, pourra nous en parler plus longuement. Plus près de nous, il y a eu des débats également sur la question minière au Québec récemment. Il y a le cas de cette île avec la mine controversée d'uranium, le cas de Malartic, évidemment, qui est un peu qu'on pourrait littéralement qualifier de tragédie. Il y a eu un débat récemment également, une nouvelle loi sur les mines qui a été adoptée où le gouvernement québécois nous a présenté ce projet de loi comme une manière pour les Québécois et les Québécoises, pour la société québécoise, d'aller puiser de la richesse dans l'industrie extractive pour financer les services publics et résoudre la fameuse crise des finances publiques dont on nous parle sans cesse. Ce sera également un enjeu qu'on va aborder aujourd'hui, particulièrement avec Carlos Torres, parce que ce sont des débats qui sont brûlants actuellement chez nos voisins un peu éloignés de l'Amérique du Sud. Donc, il y a un contexte d'attaque, mais il y a aussi un contexte de mobilisation. Ça rappellera quand même, il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans au Québec, une mobilisation massive sur la question des gaz de schiste qui avait été victorieuse, qui avait réussi, sinon à bloquer, à tout le moins à retarder significativement les projets d'exploitation de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a encore de ces mobilisations-là qui sont en cours. On a avec nous M. Jean Léger de la Coalition Vigilance Oléoduc qui s'inspire un peu de cette lutte-là en essayant de rebâtir une résistance contre
les projets d'oléoduc qui se multiplient avec l'appui du gouvernement québécois, notamment le renversement, l'inversion en fait, de la ligne 9 du pipeline d'Enbridge. Et il y a aussi, en terminant, les Autochtones qui sont extrêmement présents dans les mobilisations contre l'extractivisme, que ce soit en Amérique du Sud, mais également ici au Québec et au Canada. Et c'est pour ça qu'on a avec nous Mélissa Moline-Dupuis, qui est, disons, co-initiatrice du mouvement Idle No More au Québec. Et ça a été l'enjeu des mines et l'enjeu du pétrole, des enjeux qui ont été vraiment au cœur des mobilisations autochtones, qui ont été à leur plus fort au printemps et à l'hiver dernier, mais qui ne sont pas terminés. Et Mélissa va être là pour nous en convaincre. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc les 4 panélistes. Patrick Bonin, qui est, je cherche mes notes, qui est le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Québec, qui est un militant de très longue date au sein du mouvement environnementaliste, pas seulement au Québec, mais à travers le monde, a participé à plusieurs rencontres internationales sur le sujet, notamment plus récemment à la conférence Rio + 20, a déjà été également à l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, bref, un long bagage de militance dans le mouvement écologiste. Ensuite, nous avons Carlos Torres, qui est un militant chilien et coordonnateur de l'organisme People's Dialogue, une organisation de coopération sud-sud qui vise à faire converger les mouvements sociaux pour appuyer les luttes locales, développer également des projets de développement alternatifs. À sa droite, un peu plus loin, on a Jean Léger, qui est résident de Mirabel au Québec, et puis un des cofondateurs, un des initiateurs de la section de la coalition Vigilance Oléoduc, COVO, dans la région des Basses-Laurentides. Et puis finalement, Mélissa Moline-Dupuis, que je vous ai déjà présentée, qui est d'origine, qui est un croisement de la culture québécoise et de la culture inou, qui promeut ces deux cultures-là dans le cadre de son travail au Musée McCord et au Jardin des Premières Nations, et qui a été connue publiquement dans la dernière année comme une des initiatrices et des porte-paroles du mouvement de mobilisation Idle No More au Québec. Alors, pour ce qui est de la formule du panel d'ouverture, on va essayer de faire ça de manière conviviale, un peu plus flexible, pour se rendre la vie facile en ce samedi matin. Alors, je vais poser des questions aux panélistes comme ça, qui vont essayer d'y répondre en quelques minutes. Par la suite, je vais les relancer sur des questions pour les 4, et on ouvrira par la suite à vous pour écouter vos questions. Alors, peut-être commencer par Patrick. Greenpeace Québec est très impliqué dans l'enjeu des sables bitumineux au Canada. Vous avez d'ailleurs récemment, la semaine dernière, démarré une campagne sur les réseaux sociaux pour critiquer le fait que le gouvernement Harper finance l'industrie des sables bitumineux, fait littéralement de la publicité pour promouvoir le fait que les sables bitumineux seraient une forme de pétrole plus éthique que celle qui viendrait de d'autres pays à travers le monde. Peut-être commencer par nous faire une brève présentation de cette industrie-là. C'est quoi la situation actuellement? Où en sont vos campagnes et où en est la catastrophe, si je peux me permettre? Quel est le bilan environnemental et social de l'industrie des sables bitumineux? Oui, merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Surtout, c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on parle de plus en plus au Québec des sables bitumineux, entre autres parce qu'il y a des projets de pipeline qui, pour la première fois, amèneraient le pétrole des sables bitumineux au Québec. Et on se rend compte que les gens connaissent encore peu la question des sables bitumineux. À Greenpeace, on travaille évidemment, moi je suis responsable au niveau de canadien, Greenpeace Canada, on a des responsables de campagne en Alberta qui sont là justement pour parler des sables bitumineux. Et là, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de faire le point au niveau de quoi parle-t-on, au niveau des impacts environnementaux entre autres, au niveau des impacts humains, sociaux, de toute la production des sables bitumineux et la production qui est prévue également, qui est très inquiétante. Je vais vous donner quelques chiffres aujourd'hui. Je vous invite à les voir. Malheureusement, ce n'est pas encore traduit, mais ce sera sous peu. Le site web s'appelle Oil Sand Reality Check ou Tar Sand Reality Check. Ce sont l'ensemble des groupes environnementaux en Amérique du Nord qui travaillent sur la question des sables bitumineux, qui ont fait l'effort de synthétiser quels sont les enjeux au niveau du climat, au niveau des Premières Nations, au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau également d'impact sur la biodiversité, de l'exploitation, la production des sables bitumineux. Et ça a été révisé par des scientifiques. Donc aujourd'hui, je vous envoie quelques chiffres, mais je vous invite quand même à aller voir ça ou passer par mon site web parce que c'est important de se renseigner sur cette question-là et aussi de faire de l'éducation de votre côté par la suite parce que ces projets-là qui s'en viennent au Québec,
On n'a pas fini d'en parler et on va y revenir plus tard, mais ça ne fait que commencer. Premier constat important à faire, encore une fois, en 2012, les émissions de CO2 en lien avec l'énergie ont augmenté d'1,4% au niveau planétaire. Donc, on a une augmentation des émissions au niveau planétaire l'année passée. On atteint l'année passée, au niveau des émissions de CO2 en lien avec l'énergie, un record inégalé. Donc, on s'en va dans la mauvaise direction au niveau mondial, vous le savez probablement, au point tel qu'on s'en va vers un réchauffement planétaire de l'ordre de 3 à 5 degrés Celsius au niveau planétaire. 3 à 5 degrés Celsius, est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Oui. Pourquoi? Parce que les scientifiques nous disent si on atteint un réchauffement de 2 degrés Celsius au niveau planétaire, on s'en va vers un basculement du climat, on s'en va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, des boucles de rétroaction, un emballement du climat. Il ne faut pas dépasser 2 degrés Celsius de réchauffement en moyenne au niveau planétaire. Et là, ce qu'on nous dit actuellement, avec les tendances, on s'en va vers 3 à 5 degrés Celsius. Pourquoi on s'en va vers ça? Essentiellement parce que depuis l'industrialisation, on émet des gaz à effet de serre à partir des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et le Canada, évidemment, fait partie de cette réalité-là, entre autres avec une production des sables bitumineux qui est en augmentation fulgurante. Si on regarde au niveau canadien, actuellement, le Canada, en 2011, les chiffres les plus récents, n'a pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre, malgré qu'il devait le faire, et loin d'atteindre les objectifs de Kyoto. Donc, on a augmenté de 0,25% nos émissions entre 2011 et 2012. Et en plus, on est très, très loin de nos objectifs de réduction qu'on s'était engagé à faire dans Kyoto. Pourquoi? Essentiellement parce que la production des sables bitumineux est en explosion au niveau canadien. Depuis 1990, c'est 3,5 fois plus élevé les émissions de gaz à effet de serre à partir des sables bitumineux. Dans les 10 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre de la production des sables bitumineux a doublé. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les prévisions disent, en fait, ce que l'entreprise veut faire, ce que le gouvernement veut faire, c'est encore doubler la production d'ici 2020, la tripler d'ici 2030. Toute l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévues à partir des sables bitumineux d'ici 2020 va annuler toutes les autres réductions que le gouvernement canadien prévoit. Donc actuellement, on n'est vraiment pas sur la bonne lignée pour atteindre les cibles que le Canada s'est fixées de réduction de gaz à effet de serre. En plus, les cibles que le Canada s'est fixées sont loin de ce que la science nous dit qu'on devrait faire. Pourquoi ça augmente tellement, la production des sables bitumineux? Évidemment, il y a un intérêt au niveau de l'entreprise. C'est la stratégie gouvernementale économique canadienne basée sur le développement des sables bitumineux. Pourquoi c'est problématique? Quand on compare avec, entre autres, au niveau international, en moyenne, la production des sables bitumineux émet environ 20% plus d'émissions de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel. Parce que pour produire les sables bitumineux, pour extraire le pétrole de l'argile, du sable en profondeur, ça prend énormément d'énergie. Vous avez sûrement vu les images des grands trous, les grandes mines à ciel ouvert avec les gros camions. Juste pour la production à tous les jours, là, ça prend du gaz naturel pour extraire ce pétrole-là du sable. C'est l'équivalent de ce que consommerait 2 millions de maisons à tous les jours en gaz naturel juste pour produire les sables bitumineux. C'est énorme. Évidemment, je vous l'ai dit, c'est la source principale d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Il y a des enjeux au niveau également de la biodiversité. Évidemment, quand vous arrachez une forêt, le caribou forestier, par exemple, oubliez-le. Au niveau de la consommation d'eau potable, dont on n'entend pas souvent parler, qu'il y a des impacts immédiats en Alberta, c'est l'équivalent à tous les jours, c'est l'équivalent de 200 000 litres d'eau toxique qui se retrouvent dans des énormes bassins à tous les jours au niveau canadien. Évidemment, il y a des Premières Nations qui vivent sur place. Toute l'expansion des sables bitumineux actuellement, c'est tellement élevé que les Premières Nations, pour la première fois, s'opposent parce qu'il y a des augmentations de taux de cancer dans leur communauté, également parce que leur territoire est affecté. Quand on regarde sur une année, c'est environ 80% du territoire des Premières Nations qui, à un moment ou l'autre dans l'année, n'est plus accessible en raison de l'expansion des sables bitumineux. Donc, tous les modes de vie traditionnels de ces Premières Nations-là sont affectés. La qualité de l'air également est affectée, la qualité de l'eau également est affectée. Je vous parlais de 200 000 litres d'eau à tous les jours qui deviennent toxiques, qui sont mis dans des grands bassins de rétention. Ces bassins de rétention-là existent depuis longtemps. Maintenant, ils consomment un peu moins d'eau pour produire le pétrole des sables bitumineux, mais ils en consomment quand même 200 000 litres par jour. En fait, c'est plus que 200 000. C'est le résidu, c'est 200 000. Fait qu'il y a une partie d'eau qui est réutilisée et on en rajoute à tous les jours, au point tel que
vous accumulez tous les bassins de rétention, et ce qu'on calcule, c'est que c'est 11 millions de litres toxiques par jour qui s'écoulent de ces bassins-là pour se retrouver dans la forêt, pour se retrouver dans la rivière Athabasca. Annuel, 11 millions de litres, ça fait 4 milliards de litres d'eau par jour. Donc, on a une réalité où il y a des enjeux locaux, des enjeux pour les Premières Nations qui ont vécu plus de 20 000, c'est plus de 20 000 bris au niveau du respect des traités qui se sont faits par rapport aux Premières Nations en Alberta. Je vais revenir plus tard sur la question des pipelines, en fait, parce que c'est important de comprendre que cette production-là qui est en augmentation, maintenant, elle s'en vient sous quelle forme au Québec? C'est la forme, entre autres, des pipelines. Merci beaucoup, Patrick. C'est choquant d'entendre ça, surtout quand on sait que c'est de plus en plus l'argent des contribuables, qu'il y a de l'argent public qui est massivement investi par le gouvernement fédéral pour vanter cette industrie-là en la présentant comme plus éthique que le pétrole qui viendrait, par exemple, du Moyen-Orient, en s'appuyant notamment sur le fait que le pétrole du Moyen-Orient proviendrait d'endroits où les droits humains ne seraient pas respectés, notamment les droits de la femme, et que le pétrole des gaz bitumineux, des sables bitumineux, lui, serait propre et serait respectueux des droits humains. C'est tout à fait ironique quand on connaît les impacts sur les Premières Nations. Deuxième question pour toi, Patrick, tout de suite. La situation, déjà, elle est inquiétante. Je pense que tu l'as bien expliqué, mais ce qui est peut-être encore plus choquant, c'est qu'on sait qu'il y a un agenda pour augmenter la production, pour stimuler encore plus cette entreprise-là. Peut-être tu peux nous parler des projets d'expansion. Qu'est-ce qui s'en vient comme projet d'expansion? Quels sont les plans, en fait, du gouvernement fédéral et de ses amis des compagnies pétrolières? Vous en ai glissé un petit mot rapide. Il y a actuellement, vous l'avez vu probablement avec toute la saga autour du projet de loi C-38, le projet de loi de mammouth budgétaire l'année passée. Ça fait à peine un an. L'objectif du gouvernement canadien a été de faciliter, en fait de démanteler les protections environnementales, de faciliter, d'accélérer les projets énergétiques, entre autres pour faciliter l'expansion de la production des sables bitumineux et l'expansion des projets de pipeline ou d'oléoduc qui viennent avec. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, le plan de match actuel, si on regarde les projets qui sont déjà autorisés par le gouvernement canadien, on s'en va vers un doublement de la production des sables bitumineux en 2020. Triplement en 2030. Donc, on a tellement autorisé une expansion, une augmentation de la production du pétrole qu'il faut maintenant, en fait, c'est l'industrie et le gouvernement canadien, trouver le moyen de sortir le pétrole d'Alberta et ils n'ont même plus assez de pipelines pour le faire, ou d'oléoduc. D'où les fameux projets de pipelines de sable bitumineux dont on entend parler. Celui dont on a entendu le plus parler dans les dernières années, c'est le pipeline Keystone XL par TransCanada aux États-Unis. Donc, le but, c'est d'amener de l'Alberta au Texas, au golfe du Mexique, le pétrole des sables bitumineux pour l'exporter. On a également un autre projet majeur qui est le projet Northern Gateway, qui lui est de l'Alberta jusqu'à la côte ouest, passant par la Colombie-Britannique. Et c'est la même chose, en fait, celui-là, c'est Enbridge. C'est un autre projet dont on a entendu parler. Maintenant, dans notre réalité québécoise, plus près de nous, on a le projet dont tu as parlé, Gabriel, d'Enbridge. Un pipeline qu'on veut inverser, qui existe actuellement, qui part de l'Alberta, qui se rend jusqu'au Québec. Et là, ce que Enbridge veut faire, c'est inverser le flot du pétrole dans ce pipeline-là pour ramener le pétrole des sables bitumineux au Québec, de changer le type de pétrole qu'il y a actuellement dans le pipeline pour mettre du pétrole des sables bitumineux, qui n'est pas le même type de pétrole, et j'en reviendrai là-dessus, d'augmenter la capacité, donc actuellement c'est 240 000 barils par jour la capacité, on veut la faire passer à 300 000 barils par jour, et tout ça pour ramener le pétrole au Québec. Au-delà de ça, donc 300 000 barils par jour, ça veut dire quoi? La consommation québécoise actuellement c'est à peu près 340 000 barils par jour. Donc juste ce projet-là amènerait presque suffisamment de pétrole des sables bitumineux pour alimenter le Québec. Il y a un autre projet qui s'appelle le projet TransCanada Énergie, qui n'est pas encore officiel, mais qui le sera fort probablement dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce projet-là, là je vous parlais de 300 000 barils par jour, Enbridge. Le projet TransCanada Énergie, c'est 850 000 barils par jour. Je vous rappelle que la consommation québécoise, c'est 340 000 barils par jour. Donc, on aurait plus d'1 million de barils par jour de pétrole des sables bitumineux qui viendraient au Québec pour être exporté, clairement, parce que la consommation québécoise, c'est 340 000 barils par jour. Pourquoi c'est inquiétant? Évidemment, il y a tous les impacts reliés à ça. Donc, on changerait le pétrole qu'on a pour un pétrole le plus polluant au niveau des émissions de gaz à effet de serre quand
Normalement, on s'est engagé à le faire, on devrait le faire, on devrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il y a aussi des enjeux au niveau du transport et des risques de déversement sur lesquels Jean va revenir au niveau de la coalition Vigilance Oléoduc, parce que ce n'est pas du pétrole conventionnel, parce que c'est un vieux pipeline de 40 ans pour Enbridge, parce qu'on veut mettre du bitume dilué, entre autres. C'est comme, vous prenez les sables bitumineux, vous rajoutez des diluants à l'intérieur, c'est produits chimiques et produits hydrocarbures pour être capable de faire circuler dans le pipeline les sables bitumineux, et vous amenez ça au Québec. Les risques, on l'a vu aux États-Unis, les risques sont fort probablement plus élevés parce que c'est un vieux pipeline, on veut l'inverser, on veut augmenter la capacité, on veut mettre un type de... En fait, c'est comme un papier sablé liquide, une grosse pâte de beurre d'arachide que vous mettez dans un pipeline. La science n'est pas très claire sur quels sont les risques exacts plus élevés. Nous, on est convaincus qu'il y a plus de risques de déversement. Et en cas de déversement, cette grosse pâte de beurre d'arachide-là, les diluants qu'on avait mis à l'intérieur pour être capable de l'acheminer s'évaporent. Ce qui veut dire que le pétrole est plus lourd que le pétrole conventionnel, et au lieu de flotter à la surface de l'eau, presque comme le pétrole conventionnel, une fois les diluants évaporés, le pétrole coule dans le fond de l'eau. Ce qui veut dire qu'on l'a vu aux États-Unis, à Kalamazoo, au Michigan, c'est Enbridge, la même compagnie à Montréal, ils sont responsables du plus grand déversement aux États-Unis de l'histoire. Ça fait 3 ans, 3 millions de litres, et ils sont encore en train de nettoyer le fond de la rivière. Et ça, c'est la réalité des risques reliés à ces vieux pipelines-là pour, en plus, encourager une industrie insoutenable qui est responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Merci beaucoup.